Koh Lanta est un jeu stratégique. La capacité à influencer le déroulé d'une saison, à avoir un impact sur les événements, ça crée du divertissement, ça fait parler et ça rend la saison plus marquante. Ça, c'est du point de vue du téléspectateur. Mais au sein du jeu, c'est une autre histoire. Une histoire qu'on va essayer de démêler dans cette vidéo. Une histoire qui va mélanger utilité et revers de la médaille. Alors les moves dans Koh Lanta, c'est tout de suite. Salut à tous les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser au passionnant sujet des moves. Ce fameux bâton ensorcelé, ce sabre maudit qui est attirant et protecteur, mais manié sans précaution peut se révéler enfermant et destructeur. Ceci à cause du fait, comme on l'a déjà dit dans une précédente vidéo qui s'appelait le paradoxe de Koh Lanta, qu'il existe en fait deux sous-catégories dans la stratégie. On a les moves bien sûr, mais à côté de ça, on a la gestion de l'image. Et en gros, pour résumer le paradoxe de Koh Lanta en une phrase, c'est le fait que faire des moves, ça va dévaloriser notre image. Alors en réalité, à mes yeux, stratégiquement parlant, il existe deux possibilités, deux chemins en fait, pour accéder à la victoire finale. Le premier chemin que j'ai pas mal commencé à décrire dans ma vidéo sur le paradoxe de Koh Lanta, il consiste à refuser la casquette du stratège. Et le deuxième chemin, il représente en fait un peu l'inverse et consistera à être un stratège totalement assumé. Donc dans cette vidéo, on va parler des deux chemins et je vais commencer par le premier point. Quand on choisit le premier chemin, on va se placer dans une optique de résolution du paradoxe et on va essayer de voir comment faire des moves sans se brûler les doigts. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, le premier truc à intégrer, c'est la question d'échelle. Parce que Koh Lanta, de par son règlement, est vraiment magique à ce niveau-là. La complexité du jeu stratégique, elle est dans la dissonance entre les échelles. Et ça a une importance gigantesque dans le jeu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intérêts du court terme peuvent être différents, voire même opposés, aux intérêts du moyen et du long terme. Du coup, un move peut par exemple nous avantager sur le court terme et nous désavantager sur le long terme. Et donc, vous voyez, si le système de vote du jury final n'existait pas, par exemple, on imagine que Koh Lanta se terminerait sur une épreuve, le gagnant de l'épreuve gagne la saison, eh bien, il n'y aurait pas en fait ce problème-là, cette dissonance entre les échelles. Et la partie stratégique du jeu serait beaucoup plus pauvre, ce qui signifie que ce serait plus facile d'être un bon candidat stratégiquement parlant, puisqu'il n'y aurait plus de paradoxes à résoudre. Alors pour en revenir aux échelles, les trois échelles sont importantes. Le court et le moyen terme, ça permet d'arriver en finale. Et le long terme, ça permet de gagner la finale. À cause de ça, le long terme semblerait légèrement plus important. Ce qui signifie qu'une bonne prise de risque se ferait au détriment du court et du moyen terme. Dans Koh Lanta, même si ça paraît un peu bizarre de dire ça, la prise de risque résiderait dans le fait de ne pas faire de move. C'est risqué parce que notre position dans le jeu est plus précaire, mais ça peut être récompensé dans le futur en gardant des bonnes relations avec le jury final. Alors que, naturellement, vous voyez, on aurait tendance à penser l'inverse, puisque c'est plus facile, plus évident de penser au court terme. Et donc, la prise de risque, ce serait synonyme de tenter quelque chose, de faire un move. Donc, pour avoir plus de chances de passer les conseils et d'arriver en finale, il vaut mieux éliminer les candidats avec lesquels nous ne sommes pas alliés, et garder dans le jeu nos alliés, même si ces derniers ont des profils de gagnants. Mais d'un autre côté, pour avoir plus de chances de gagner la finale, il vaut mieux arriver en finale avec des candidats qui n'ont pas des profils de gagnants. Du coup, on va distinguer plusieurs cas de figure. Si on privilégie le court et le moyen terme, on prend le risque de faire des moves et de détériorer notre image. On peut augmenter ses chances d'arriver en finale, mais du coup face à des personnes qui auront tendance à récolter plus de voix du jury final. Ça va donc être compliqué de terminer premier.
Alors, une façon classique dont se matérialise cette prise de risque, ça va être le cas de la trahison. Quand on est dans une alliance majoritaire, on n'a pas vraiment d'intérêt stratégique sur le long terme de trahir son alliance pour aller sauver une alliance minoritaire. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on se dit que dans koh, si tout le monde joue bien, bah on se ferait quand même bien chier, hein. Il n'y aurait aucune trahison en fait, puisque les traites ne gagnent jamais. Parce que déjà, on se met à dos notre alliance originelle. Et deuxièmement, on va s'insérer dans une alliance où on est fatalement au bottom, puisqu'on n'est pas un membre de base. Donc finalement, cette position de potentiel traître, elle est dangereuse, et c'est logique, puisque ça veut dire qu'on n'est pas bien inséré dans son alliance. Ensuite, en plus du cas de la trahison, on a le cas de l'éviction d'un profil de gagnant. Pareil, ici on a deux écueils. Déjà, donc, ça va être la difficulté à récolter des voix, hein. C'est difficile de convaincre des gens d'éliminer quelqu'un qui a une belle image. Et ensuite, au-delà de ça, même si on réussit notre coup, eh bien, on va passer pour le méchant puisqu'on a éliminé quelqu'un qui méritait de gagner. En guise d'exemple, pour illustrer cette prise de risque sur le court terme, on peut citer Francis, Vincent ou Clémentine. Alors Francis et Vincent, c'est le cas de la trahison. Francis avait trahi les Kanawa dans la saison 5 et Vincent avait trahi les Toa dans la saison 22. Et vous voyez par exemple, même si Vincent était arrivé jusqu'au bout dans les deux derniers, il n'aurait pas pu compter sur les voix de Shanice, Mathieu, Thomas ou Myriam. Ensuite, Clémentine, c'est le cas de l'éviction d'un profil de gagnant. Elle avait voulu éliminer Sébastien au dernier conseil de la saison 17 parce qu'elle envisageait que Sébastien serait trop dur à battre sur les épreuves de la finale, l'orientation et les poteaux, et devant le jury final bien sûr. Ensuite, maintenant, on va passer au long terme. Et la prise de risque, si on opte pour le long terme, ça va être le fait de ne pas faire de move. Et on va se retrouver en finale avec d'autres profils de gagnants qui vont être plus difficiles à battre sur les épreuves et au dépouillement final. Et également, au sein du jeu, le fait de ne pas rentrer dans cette logique de move, de protection, on va se retrouver tout simplement plus vulnérable. On a des prises de risque à chaque conseil. Donc, comme exemple, on peut prendre Claude dans l'île des héros, qui avait la possibilité au dernier conseil de faire un coup stratégique et qui ne l'a pas fait. Il a éliminé Régis et il s'est retrouvé en finale avec Moussa ou surtout Nawel qui avait un gros profil de gagnant qui du coup était plus difficile c'était plus difficile d'aller chercher la première place. Et pour l'autre cas, je prendrais pour exemple Flavio très récemment dans la saison Les Armes Secrètes. On a bien vu qu'à la fin, il n'avait plus vraiment d'alliés. Flavio, c'était compliqué, hein. Et même s'il avait passé l'épreuve éliminatoire, il aurait eu beaucoup de chance d'être éliminé au dernier conseil. Alors, dernier cas de figure aussi, bien sûr, des fois, les échelles peuvent converger, d'où l'importance de la dimension chance-contexte. Imaginez que vous êtes amis et alliés avec des candidats qui sont faibles sportivement, qui du coup ont un profil pas dangereux, bah alors là, c'est le jackpot. Et en guise d'exemple, on pourrait citer François David qui était allié avec Émilie dans la saison 6 ou Nawel qui était allié avec Inès dans la saison L'île des héros. Donc là c'est parfait puisqu'il n'y a pas de choix à faire. Ce qui nous arrange sur le court terme, c'est également ce qui nous arrange sur le long terme. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Alors vu ce qu'on a dit, vu que ce troisième cas de figure est de loin le plus avantageux pour nous, on pourrait faire exprès de se retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire choisir ses alliés, non pas par affinité, mais par stratégie. Faire semblant de bien s'entendre avec un tel ou un tel, parce qu'il a un profil de pas dangereux. Les Américains ont un nom pour ça, hein. Ils appellent ça une goat, une chèvre en fait, qu'on essayerait d'emmener avec nous jusqu'au bout du jeu pour avoir plus de chances de gagner la finale. Alors effectivement, hein, ça peut que nous aider de faire ça. Et plus le jeu sera court, plus cette technique sera réalisable. Dans la pratique, ça reste quand même assez difficile d'avoir une goat parce que koh c'est assez long, ça dure 40 jours à peu près. Donc il faut essayer de feinter la relation sur la durée et c'est difficile naturellement, on va avoir tendance à passer le plus clair de son temps avec les personnes avec lesquelles on a le plus de feeling, c'est normal. Aussi, ça peut être dangereux de miser là-dessus à cause dans koh de la présence d'épreuves éliminatoires. Évidemment, on ne peut pas faire les épreuves à la place de notre GOAT et
essayer d'en avoir une et pourquoi pas, mais ça ne doit pas du coup nous empêcher d'essayer de résoudre le paradoxe de koh et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va étudier les façons de faire des moves qui vont nous permettre le plus possible de concilier les échelles et on va voir que le point clé, ça va être l'invisibilité de la stratégie. Alors déjà, quand on est dans une situation délicate, au lieu de se jeter tête baissée dans la stratégie, il y a pour moi une phase d'attente à respecter. Toujours dans cette optique de résolution du paradoxe. Alors qu'est-ce qu'on attend? On peut attendre que les joueurs de l'alliance majoritaire fassent des erreurs, par exemple, fassent une trahison. Et on peut attendre tout simplement les rebondissements de l'aventure, comme par exemple les destins liés. On sait qu'à chaque fois, au moment des destins liés, les cartes sont complètement redistribuées. Alors si malgré cette attente, notre position dans le jeu n'a pas bougé, alors c'est parti pour les moves. On va voir les points qui permettent de réaliser un move, mais en limitant l'impact négatif que ça pourrait avoir sur nous. Alors le premier point, ça va être le fait de ne pas porter le chapeau seul, mais de faire une stratégie collective. Ce n'est pas le fait de faire un move en soi qui est mauvais, mais c'est le fait que les autres pensent que c'est vous qui avez fait le move. Vous pouvez faire autant de moves que vous voulez, si ça se sait jamais, vous n'aurez jamais de problème. Ça, c'est la règle d'or des moves. Plus ils vont être invisibles, plus ils vont être à notre avantage. Ce premier point, il est assez intuitif. Et c'est pour ça que dans les premiers conseils de la réunification, quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de discussions stratégiques, de construction et de consolidation d'alliances. Sur le phénomène de groupe, ça déresponsabilise un peu. Et même les personnes qui ne sont pas spécialement fans de stratégie ne vont pas culpabiliser d'en faire à ce moment-là. Nous, à travers la télé, pendant ces discussions-là, on peut voir qui a une bonne vision du jeu et qui s'impose un peu plus dans le choix des personnes à évincer. Mais dans le jeu, pour la ou pour les victimes de la stratégie, c'est difficile de connaître le degré d'implication de chacun dans son élimination. Qui c'est qui a joué un rôle important, mais qui c'est qui est juste suiveur? Si les personnes qui ont un rôle important se cachent bien, on ne peut pas savoir tout de suite. Et si l'éliminé aime bien avoir le nom d'un coupable quand même, elle va plutôt se tourner vers les personnes qu'elle apprécie le moins. Alors à chaque fois, je vais essayer de donner des exemples. Et pour illustrer ce premier point fondamental des moves, j'ai envie de prendre le blindside de Béatrice dans la guerre des chefs, qui avait été orchestré par Cindy. Donc c'était vers le début de la réunification, où finalement c'est Cindy qui émet l'hypothèse d'éliminer Béatrice. Et le coup fonctionne très bien, elle convainc tout le monde est d'accord. Et donc ça se termine sur l'élimination de Béatrice. Mais Béatrice, en fait, au moment d'être éliminée, ne sait pas que ça vient de Cindy et n'en veut pas spécialement à Cindy. La stratégie est considérée comme une stratégie collective. Ensuite, on va passer au deuxième point, qui est le fait d'essayer de faire passer sa stratégie offensive pour une stratégie de contre-attaque. On suit toujours la logique qui veut que plus la stratégie est défensive, plus elle va être facilement acceptée. En pratique, une stratégie offensive, c'est avoir l'image de celui qui commande ses marionnettes dans l'ombre. C'est pas très valorisé. Alors que le contre-attaquant, il était dans le rôle de la victime à la base. Et ça passe mieux. Il se défend en attaquant. Et même les personnes anti-stratégiques peuvent comprendre qu'à un moment donné, on ne se laisse pas faire, on punit l'attaquant en le prenant à son propre jeu. Ça, c'est une vraie bonne manière de pratiquer de la stratégie en gardant une bonne image. En fait, quand on fait ça, ce deuxième point, on utilise du bleu, le bleu de la spirale dynamique en surface. On va punir celui qui a été dans le mal, qui a utilisé la stratégie, alors qu'en réalité, on est centré en orange, puisqu'on fait ça parce que ça nous arrange dans le fond. C'est stratégique. C'est une belle résolution du paradoxe de koh. On va s'adapter au niveau d'existence des autres. Alors en guise d'exemple, cette fois, on va rester avec Cindy, c'est juste l'épisode d'après, c'est l'élimination de Brice. C'est Brice qui avait émis en premier l'idée d'éliminer Cindy, par rapport justement au coup qu'elle venait de réussir juste avant, le blindside de Béatrice. Mais par l'intermédiaire de Claude, la stratégie de Brice est arrivée jusqu'aux oreilles de Cindy, qui a mené la contre-attaque.
elle s'est servie de cet argument pour éliminer Brice en disant « Bah regardez, Brice, il faut l'éliminer, il commence à essayer de faire des stratégies. » Après, le troisième point, ça va être de faire des moves simples. C'est important, déjà ça réduit la visibilité de notre move. Ensuite, toujours la même logique, plus la stratégie est défensive, mieux elle est perçue. Et aussi, en termes d'efficacité, la simplicité c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Partir dans des réflexions trop compliquées, c'est jouer dangereusement et c'est risqué. On appelle ça le leveling. Donc c'est le fait d'augmenter de level, c'est-à-dire d'amener sa réflexion au niveau d'au-dessus. Alors vous savez, je vous donne un exemple. Le leveling, c'est quand on part dans les « je pense que tu penses que je pense que… » voilà. Quand on rentre là-dedans, on s'en sort plus en fait. Trop d'anticipation tue l'anticipation. Donc si j'ai un collier d'immunité, admettons, il vaut mieux en fait, si on suit cette logique du troisième point, ne rien dire à personne, on le joue au conseil et basta. Et c'est ça qui va augmenter l'efficacité du move, de la sortie du collier. Au lieu de partir dans un délire où je le montre à tout le monde, ils vont croire que je vais le sortir, mais en fait je le sors pas, mais s'ils pensent que je pense ça, ils vont quand même tenter de voter contre moi. Et au final, voilà, on n'est plus serein du tout d'avoir fait ça, quoi. On ne sait plus si on doit le sortir ou pas. Donc il vaut mieux le dire à personne, le sortir et basta. Donc là, des exemples, il y en a plusieurs dans l'histoire. Si je reprends mon exemple du collier d'immunité, par exemple, le tout premier, Patricia, dans la saison 11, elle a gardé son collier d'immunité secret, elle l'a sorti, ça l'a sauvé, et voilà. Ensuite, on passe au quatrième et dernier point que j'ai envie de citer, c'est le fait d'être dans l'affirmation et la minimisation. Alors, sur les trois premiers points, il y avait un dénominateur commun. C'était la non-affirmation, pour accéder à la place du stratège, mais qui n'a pas l'image du stratège. Mais si jamais on n'arrive pas à mettre en place les trois points cités juste avant, parce qu'on s'est fait cramer, ou parce que Denis nous a fait cramer, ce qui va être important, c'est l'inverse. Il va falloir assumer. Ne pas jouer la carte du déni, à part nous ridiculiser, ça sert à rien. Non, il faut affirmer tout en minimisant. Les deux mots sont très importants, parce que si on fait que s'affirmer, ça va détruire notre bonne image. Donc c'est pas bon. Alors pour minimiser, c'est bon de rappeler que Koh-Lanta ce n'est qu'un jeu, et comprendre la position et la critique des autres, mais demander en retour qu'ils comprennent aussi notre vision du jeu et notre envie de rester dans un jeu qu'on adore. C'est ça, je pense, le plus dur à faire comprendre aux anti-stratégiques, c'est la distinction entre la décision et les sentiments. On souhaite éliminer quelqu'un parce que ça nous arrange dans le jeu, mais pas parce qu'on ne l'aime pas. Alors en guise d'exemple, je vais prendre Gabriel dans la saison 15. Gabriel, il avait fouillé le sac de Pascal pour savoir s'il y avait un collier d'immunité dedans. Et Denis a fait cramer Gabriel au conseil. Et Gabriel a assumé en essayant le plus possible d'atténuer les choses en rappelant que ce n'est qu'un jeu. Alors je vous remets ici pour récapituler les 4 points importants sur la réalisation d'un move en essayant de concilier les échelles. Ça va être le fait de ne pas porter le chapeau tout seul, mais de faire comprendre que c'est une stratégie collective. Le fait de faire passer une stratégie offensive en stratégie de contre-attaque. Essayer de faire des moves simples. Et si jamais tout cela ne fonctionne pas, être dans l'affirmation et la minimisation. Retenez bien ce quatrième point, je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Je vais juste avant mentionner le cas où on va être en position de force. Et en fait dans cette position, le vent peut vite tourner et par anticipation ça peut s'avérer bénéfique aussi de recourir à des stratégies qui vont être du coup des stratégies défensives pour éviter les surprises et rester en position de force. Donc en position de force, ce qui va compter, ça va être d'utiliser finalement les 4 points cités au-dessus qui sont également valables dans le cas où on est dans l'alliance majoritaire. Aussi le fait d'essayer le plus possible d'éliminer les profils de gagnants de l'alliance minoritaire. Et enfin, essayer de se couvrir avec la technique du split si c'est possible de le faire. Le split, ça implique tout le monde, donc on est noyé dans le groupe et a priori, pas de retour de bâton grâce à ça pour le split. Même si toujours pareil, idéalement la meilleure position, c'est celui qui accepte de splitter mais qui ne va pas proposer. Même si a priori, il n'y a pas de retour de bâton, peut-être quand même qu'une fois sur 100, ça va arriver.
Donc le split, c'est une excellente stratégie, car encore une fois, ça suit la logique de l'invisibilité. Et en fait, ça rejoint totalement le point numéro 1 que j'ai cité tout à l'heure, c'est une stratégie collective. Voilà, alors tout ça c'était pour l'explication du premier chemin. Souvenez-vous, au début de la vidéo, j'ai dit qu'il existait 2 chemins stratégiques. Le premier qu'on vient de voir, il se place dans une optique de résolution du paradoxe. Et il existe en fait un deuxième chemin qui, à mes yeux, est un chemin plus périlleux, qui va être plus offensif et qui va consister non pas à résoudre le paradoxe, mais carrément à essayer de le dissoudre. En fait, on va tenter d'augmenter la conscience stratégique de nos adversaires. Pour parler en termes de spirale dynamique, on va réveiller le niveau orange des autres pour faire accepter la stratégie de manière à ce que les retombées négatives de la stratégie n'existent plus. On n'essaye plus de s'adapter aux autres, de descendre à leur niveau, mais d'adapter les autres à nous, de monter leur niveau. Alors le premier écueil de ce chemin-là, ça va être le fait qu'on est un petit peu plus dépendant du contexte que le premier chemin. Dans le sens où si l'adversité est sur la tangente entre les niveaux d'existence bleu et orange, effectivement, favoriser orange, c'est faisable. Mais en revanche, si on se retrouve avec une adversité qui est dans le rejet du niveau orange, pour reprendre le vocabulaire de la spirale dynamique, on va parler de position arrêtée ou de position coincée dans le niveau bleu. Ça veut dire que le paradoxe, il est bien enraciné. C'est un peu peine perdue d'essayer de le dissoudre. Autrement, cette façon de jouer nécessite d'avoir de belles capacités de persuasion, puisqu'on va essayer de changer la mentalité des autres. Et ça nécessite aussi d'avoir un très bon social. C'est bien connu, on est plus facilement accepté tel qu'on est si les autres nous aiment bien. Alors, on n'a pas eu masse d'exemples dans l'histoire de Koh Lanta d'utilisation de ce chemin-là. On en a quand même eu un très beau. On va citer la façon de jouer de Pascal dans la saison 15. Pascal qui avait réussi à obtenir les voix au dépouillement final de Karima et Nicolas, qui n'étaient pourtant à la base pas spécialement adeptes de la stratégie. Alors, tout à l'heure, quand j'ai mentionné le 4e point, dans la partie comment faire des moves du premier chemin, c'était être dans l'affirmation et la minimisation. Et en fait, si on applique ce 4e point, on se retrouve dans une situation qui nous fait changer de chemin et nous fait tomber en fait dans celui-là. Alors cependant, il y a quand même 2 raisons pour lesquelles faire de la stratégie peut se révéler contre-productif. Les 2 raisons, c'est la mauvaise image que nous donne le fait d'être un stratège et le fait aussi que être un stratège nous donne l'image d'un candidat dangereux car on est malin. Alors même si le premier point il est réglé parce qu'on arrive justement à changer la mentalité de nos concurrents, le 2e point il va rester valable. Et c'est pour ça que je pense que ce 2e chemin il est plus risqué que le premier. D'autant plus aussi que pour régler le premier point, on va augmenter le niveau stratégique de nos adversaires, donc ça peut être dangereux aussi. Voilà donc pour cette vidéo sur les moves dans Koh Lanta. Alors bien sûr, puisque c'est aussi un peu le thème général de ma chaîne YouTube, que je mentionne des théories comme l'énéagramme qui vise à augmenter l'objectivité, ce que je vous invite à faire, c'est toujours de prendre du recul en regardant mes vidéos. Parce que bien évidemment, j'ai moi-même un ego et mes propres filtres. Et c'est d'ailleurs un très bon exercice de faire de la méta-analyse. Analyser votre façon d'analyser. Pourquoi je pense ce que je pense. Et l'énéagramme devrait beaucoup nous aider pour ça, puisque justement, c'est une théorie qui répond à la question « Pourquoi ?». Du coup, on va me prendre pour exemple ici, et je vous encourage à faire le même exercice de votre côté. Je pense qu'à force de regarder mes vidéos, vous devez comprendre un peu ce que je pense du jeu. Ce qui est frappant dans ma vision du jeu, c'est que j'insiste lourdement sur cette histoire d'adaptation et de gestion de l'image, au détriment d'une façon de jouer qui serait plus active, où on n'aurait pas peur de s'exprimer, de passer à l'action, d'être dans la persuasion
pour essayer de faire accepter la stratégie au sein du jeu. Ce qui prouve bien que tout ce dont je ne parle pas ou peu est tout aussi révélateur que ce dont je parle. Et vous aurez remarqué que dans cette vidéo, la description du premier chemin était beaucoup plus long que la description du deuxième chemin. Naturellement, quand je me suis demandé à quoi ressemblait un bon candidat dans le jeu, j'ai immédiatement pensé au premier chemin et j'ai eu plein d'idées là-dedans. Le deuxième chemin ne m'est venu à l'esprit que bien plus tard. Moi, je suis plutôt donc attiré par l'invisibilité, un mot d'ailleurs que j'ai beaucoup utilisé dans la vidéo. Parce que c'est dans cette position que je vais être confortable psychologiquement. Moins j'existe, plus je suis à l'aise. C'est logique puisque je suis un Enéa type 9. Vous savez, le 9, on dit que c'est un aquaboniste. Ça veut dire qu'il se dit à quoi bon faire ceci, à quoi bon faire cela. En fait, à cause de la bascule du centre instinctif, il y a un problème chez le 9 lié à l'espérance. Ce qui fait que le 9 va privilégier la non-action plutôt que l'action. C'est difficile pour moi d'envisager de réaliser un move, sachant que mon ego me souffle de rester tranquille et de faire profil bas. A l'inverse de moi, on pourrait imaginer par exemple un Enéa type 3 qui insisterait aussi beaucoup sur de l'adaptation, mais pas de l'adaptation passive comme moi, de l'adaptation active, de l'adaptation liée à du contact humain, du relationnel, de la persuasion, voire de la manipulation. Puisque à ce niveau-là, le 3, c'est un peu l'inverse du 9. Plus il existe, plus il est à l'aise. Moi, mon ego va me faire facilement tomber dans la simplicité. Et plus mon ego va être fort, plus je vais être fataliste. Être fataliste, ça veut dire que je n'ai pas confiance dans le pouvoir de l'action. On retrouve bien ici le manque d'espérance de l'Enéa type 9. A l'inverse, je vais préférer essayer de m'adapter, c'est beaucoup plus naturel pour moi. En plus, chez moi précisément, ce constat est encore plus amplifié puisque j'ai l'instinct sexuel blessé, qui chez l'Enéa type 9 va donner lieu au sous-type qui s'appelle union. Plus que de m'adapter, moi je vais carrément avoir envie de fusionner avec les autres, de m'oublier totalement pour ne faire qu'un avec les autres. Et c'est comme ça que l'ego croit me faire éviter les conflits. Du coup, en regardant ma chaîne YouTube, vous avez accès en profondeur à la manière dont réfléchit un Enéa type 9 qui regarde Koh Lanta. Alors, un Enéa type 9 centré en orange, bien sûr, le positionnement sur la spirale dynamique a une influence gigantesque sur la perception du jeu. Mais je pense être assez représentatif pour le coup des 9 en général. Et concrètement, si j'étais dans Koh Lanta et que j'essayais d'appliquer un peu tout ce que je raconte dans mes vidéos, j'aurais un style de jeu très proche de quelqu'un comme par exemple Clémence. Voilà, je vous laisse sur cette piste d'introspection. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais c'est le cas. Et donnez-moi votre avis aussi dans les commentaires. Allez, je vous dis à bientôt. Maratane!